Bonjour et bienvenue sur Culture D. Aujourd'hui, je reçois un photographe animalier, Nicolas Deveau. Donc aujourd'hui, bonjour Nicolas. Bonjour. Présente-toi un petit peu, s'il te plaît. Voilà, donc je suis artiste-auteur, photographe animalier depuis 30 ans, voire plus, j'ose pas forcément compter, mais donc ça fait un bon petit moment. D'accord. Explique-nous un peu, c'est quoi en principe le photographe animalier, son principe. Alors le principe est relativement simple, c'est transcender un petit peu, enfin chacun a sa propre démarche, mais c'est un petit peu transcender tout ce qui est de la faune sauvage qui vit autour de nous. Quand je dis transcender, c'est essayer de transmettre un peu d'émotion au travers les photos. Elles peuvent être aussi à caractère éducatif, elles peuvent être aussi à caractère euh, uniquement de reportage, comprendre le mode de vie. En fait, c'est assez large par rapport à ça. Ça va de l'esthétisme à la compréhension du mode de vie animal. D'accord. Justement, tu vas nous parler un petit peu des animaux. Quels animaux tu as photographiés, dans quel milieu surtout? Alors, c'est une question très large, très vaste, à laquelle je pourrais difficilement répondre trop rapidement, mais je vais essayer de ne pas trop m'étendre quand même, parce qu'il y a trois grands axes. Donc, il y a ce qu'on pourrait appeler la faune exotique, donc toute celle qui est assez lointaine de la France, qui est déjà particulière. Ensuite, il y a toute la faune sauvage européenne. Et le thème actuel, c'est la faune en milieu urbain, essentiellement d'ailleurs vraiment dans les grandes villes si possible, mais de façon générale dans les milieux urbains. Donc voilà, c'est déjà trois axes qui sont un petit peu différents et complémentaires, avec des similitudes et des différences. Voilà. D'accord, très bien. Le choix du milieu, justement, il se définit comment Alors il y a plein de choses. Il y a des fois ça peut être Déjà, de toute façon, il y a toujours un intérêt personnel. C'est-à-dire qu'il faut que j'ai un fort intérêt, mais j'ai l'avantage de m'intéresser à tous les animaux. Donc ça veut dire par rapport, c'est assez large. Donc il y a l'affect, il y a aussi des fois la difficulté qu'ont ces animaux à vivre avec nous. Donc il peut y avoir aussi tous les animaux qui sont en voie de disparition peuvent aussi m'intéresser, mais pas que. Donc ça peut être un mode de vie, ça peut être juste la problématique qu'ils ont sur notre terre actuellement. Voilà, ça peut être divers et varié, mais il y a des animaux pour lesquels au départ c'est vraiment de l'affect. J'ai passé beaucoup de temps avec les orang-outans. C'est de l'affect, c'est des animaux que j'adore énormément. J'ai passé beaucoup de temps avec des baleines, toutes les baleines. J'aime beaucoup les baleines pour leur intelligence, leur grâce, alors qu'elles sont extrêmement puissantes et pourtant elles sont plutôt timides. Voilà. Donc ça c'est quelque chose que je trouve très touchant. Et au passage, non seulement je les adore, mais de toute façon ces animaux sont tous en situation très précaire sur notre planète. Destruction de l'habitat, chasse. Donc voilà, ça c'est cet axe-là. Et après, de temps en temps, d'ailleurs, il y a des animaux, alors on en reviendra peut-être, mais c'est par le biais d'un reportage que je finis par les connaître mieux et les apprécier plus que ce que je pensais au départ. Voilà. Donc il y a beaucoup d'animaux pour lesquels je sais déjà que j'ai une très forte attirance, et d'autres où finalement ça se fait en passant du temps avec eux, en apprenant à les comprendre, à voir comment ils fonctionnent, que je suis de plus en plus admiratif. Mais de toute façon, je suis très admiratif de leur résilience, de leur capacité d'adaptation, pardon, de leur capacité cognitive. Je suis un grand admiratif, de toute façon, du vivant, d'une façon générale. c'est quoi les qualités qu'il faut pour être un bon photographe, justement, les tiennes et puis celles qu'il faut en général. Alors, la photo animalière est très particulière par rapport à toutes les autres, puisque c'est celle pour lesquelles on maîtrise le moins les sujets. En studio, on maîtrise la lumière, on peut faire, on peut changer l'arrière-plan, on peut demander à refaire une scène. Dans l'animalier, c'est pas du tout le cas. Voilà. Donc il y a une très grande. Le travail en amont est important parce qu'il va falloir essayer d'anticiper un maximum de choses. Donc il faut bien connaître l'animal, il faut bien connaître le biotope. Tout ça, c'est une base. Après, il y aura plein d'imprévus, beaucoup plus que dans tous les autres types de photos. Voilà. Sachant aussi qu'une belle photo nécessite de la lumière, donc il peut y se passer des choses intéressantes, mais dans une lumière dure. Donc là, on peut être dans la photo reportage. Encore une fois, par rapport à ce que je disais au départ, ça dépend l'angle. Si on est dans un objectif très esthétique, dans un objectif reportage, sachant que tout s'entremêle. Si je décide de donner un exemple, je suis sur les îles Malouines, par exemple,
pour un reportage sur les manchots. Donc évidemment qu'il y a tout un souci d'esthétisme. Sauf qu'à un moment, il y a une attaque qui est très très rare d'un jeune lion de mer sur des manchots. À ce moment-là, il n'y a plus d'esthétisme qui compte. Je suis dans le mode uniquement reporter, figer l'action, faire en sorte qu'elle explique bien la situation. Mais là, je ne vais pas prendre le temps de réfléchir par rapport au soleil, à l'angle, à la lumière. Je vais rester là où je suis et je vais faire au mieux. Donc déjà, oui, il y a ces différents points de vue, voilà, en fonction de l'esthétisme ou pas. Mais ce sont des objectifs de départ, mais après, il faut rester ouvert, puisque la nature, justement, va suivre son cours. Donc on essaye d'improviser, mais tout ne se fait pas. Par rapport aux qualités pour la photographie animalière, il y en a une qui, je pense, est évidente pour tous, c'est énormément de patience, énormément. Donc la patience, elle est quand même facilitée par la passion. Effectivement, quand on aime ce qu'on fait, le temps passe vite, malgré tout. Donc ça, c'est important. Ensuite, une très bonne connaissance technique de son matériel. Encore une fois, parce que le studio est quelque chose de compliqué. Toutes les photos sont complexes, mais en animalier, encore une fois, il n'y a pas de seconde chance. Quelque chose c'est raté, c'est raté. Voilà. Et il se passe une très belle scène dans une magnifique lumière. On ne peut pas demander de la refaire. Si d'un seul coup, la situation devient évolutive et qu'on avait dans sa tête des réglages plutôt pour quelque chose de lent et d'ambiance et que tout accélère, il va falloir changer ces réglages avec une très grande rapidité. Parce qu'on n'a pas le temps, donc il faut connaître son boîtier sur le bout des doigts, pouvoir tout changer sans même le regarder. Déjà parce qu'en photo animalière, il ne faut pas de gestes brusques, qu'on soit caché ou pas. Je ne sais pas si c'est un point de vue que j'avais déjà abordé ou pas, mais voilà, en fonction des animaux, il faut être partiellement caché, totalement caché ou pas du tout. Voilà, ça dépend. Mais de toute façon, les réglages doivent être modifiables très rapidement en tête et arriver à anticiper. Bon, je ne vais pas rentrer trop tôt dans la technique, mais tout ce qui est surexposition, sous-exposition, des choses comme ça, il faut l'avoir en tête et savoir instantanément ce que va rendre la photo. On n'a pas le temps de regarder, de checker, et voilà. D'accord, très bien. Maintenant, on va parler un peu du matériel que tu utilises et l'investissement un petit peu, l'investissement personnel, l'investissement aussi éventuellement de ce que ça coûte. Alors, au niveau de la logistique, si je voulais déjà donner des conseils, la photographie est vite onéreuse. Ça, le matériel, dès qu'on tombe dans le haut de gamme, c'est de toute façon onéreux. Mais on n'est pas obligé forcément d'aller dans du très haut de gamme pour faire des belles photos. C'est avant tout un regard, c'est avant tout des angles, des recherches de lumière. Donc déjà, je rassure ceux qui voudraient s'y mettre. Avec une qualité minimum, on peut faire de très belles photos. Pour preuve, dans les conférences que je fais, je me suis même amusé à en faire au smartphone. Voilà, pour montrer que des fois, c'est un angle. La photo a tout un charme. Voilà. Alors, on ne pourra pas en faire un poster de 8 mètres, mais bien qu'elle soit faite au téléphone portable, elle peut avoir du charme. Pour quelqu'un qui voudrait s'y mettre, j'aurais envie de dire que dans l'idéal, c'est trouver des polyvalences. Donc maintenant, il y a quand même des objectifs, on va dire abordables, parce que dans le domaine de la photo, l'abordable, il faut mettre des guillemets. Hein. Même abordable, c'est toujours un petit peu cher, mais des objectifs très polyvalents comme des 100-500, voilà, qui auront juste pour ceux qui aiment la technique la petite difficulté de faire des photos de nuit, ce que je pratique aussi beaucoup. Dans ce cas-là, il faut monter, là c'est un peu plus compliqué, il faut des objectifs qui ouvrent à 2.8 pour ceux qui ont un petit peu qui comprennent la technique, voilà. On va parler un peu de l'IA. Ce que tu en penses? Est-ce que j'imagine que tu ne l'utilises pas? L'IA en soi ne me pose pas de problème dès lors qu'on assume avoir utilisé de l'IA. Donc ça, c'est très simple. Si à un moment on fait donc une exposition, on va dire pour moi, d'images, et qu'on dit voilà, ce sont des images qui vont vous apporter un certain type d'émotion, elles ont été fortement retouchées, créées par l'IA, tout ça ne me pose aucun problème. Je n'ai pas un problème au départ de la création via l'IA. J'ai un problème avec l'IA qui est détournée, c'est-à-dire qu'on veut faire croire aux spectateurs et aux visiteurs qu'il s'agit d'une photo. Donc ça, c'est plus cette partie-là. Pour ma part, l'informatique et moi, ça fait 2. Voilà, donc mes photos sont vraiment... Je suis à l'ancienne, hein, moi avant je partais avec des gros sacs de 40 pellicules. J'avais des 100 ISO, 400 ISO, quelques 800 ISO, parce que c'était compliqué à conserver. Donc moi, c'est vraiment à l'ancienne, je ne suis pas à faire des rafales toutes les 15 secondes.
Donc je maîtrise déjà mes expositions, mes cadrages à la base. Et pour le moment, ce qui me sauve, c'est que j'ai la grande chance d'avoir de nombreuses photos qui sont primées à l'international, dans lequel, encore une fois, pour ceux qui connaissent la technique, on demande le RAW, donc le fichier natif qui sort de l'appareil et qui est analysé par une matrice, et dans lequel, pour moi, l'IA ne peut pas reproduire, pour le moment, une photo qui serait native d'un appareil photo. Voilà. Même chose, je publie dans de nombreux ouvrages. J'ai la confiance totale des rédacteurs en chef avec qui je travaille depuis longtemps, plus effectivement ce que je viens de dire, toute cette éthique c'est un travail de long terme. Ça ne fait pas 3 jours que je suis dans le milieu, donc les gens, je les connais depuis longtemps, on se fréquente depuis longtemps. Ils peuvent voir d'ailleurs que mes photos sont similaires à celles que je faisais bien avant l'invention de l'IA. Donc voilà, pour le moment, c'est ce qui me sauve. Mais c'est vrai que c'est une discussion qu'on a un peu entre nous. Et j'ose espérer que pour les nouvelles publications, exactement comme dans les grands concours internationaux, je pense qu'il va falloir être amené à demander aux photographes des RAW, donc c'est-à-dire les originaux. Et pour les journalistes, pour moi, ils ont inventé une sorte de signature numérique à l'intérieur des fichiers pour prouver qu'elle émane bien d'un appareil et pas de l'IA. Mais c'est un vrai fait de société. Et l'idée pour moi n'est pas de dire que c'est bien, que c'est pas bien. Encore une fois, c'est juste l'utilisation qui va en être faite. L'IA, j'imagine que ça peut aussi artistiquement créer des belles choses. Tu vas nous parler de tes projets ou ton plus gros projet à venir. Alors, je suis en projet perpétuel. Ce projet-là, ça fait déjà 5 ans que je le travaille de façon assez intense et il est de toute façon infini. Voilà. Donc en fait, je n'ai pas de projet réel. Après, pour moi, il a vraiment un réel succès, que ce soit lors des festivals, des publications. Là, s'il y en a qui sont abonnés à Natimage, par exemple, il y a une interview de 6 pages qui vient de sortir maintenant sur ce travail-là aussi. Donc il a vraiment un très beau succès, que ce soit au niveau des professionnels que des visiteurs. Donc j'envisage quand même peut-être de prolonger cette nature en ville, mais dans des contrées un peu plus exotiques. Donc je l'ai déjà un petit peu, ça veut dire que c'est un éléphant qui rentre dans des endroits totalement improbables. Ça peut être toutes sortes, je ne vais pas non plus trop spoiler tout ça, mais l'idée c'est de se dire d'aller dans des endroits où des animaux encore moins communs. Déjà que ce que je photographie, des fois on me dit mais d'où viennent ces animaux? Mais on a encore moins l'habitude de les voir dans des infrastructures humaines. Voilà. Donc si je voulais dire un projet, sachant qu'il y en a 15 autres qui se font en parallèle, mais si je veux continuer celui-là, ça continuera à être dans les villes européennes, mais aussi de l'excentrer en Amérique latine, au Japon, enfin voilà. Donc avec un autre type de faune, en restant un peu sur ce projet-là. Eh bien, je te remercie, Nicolas. De rien, c'était un plaisir. Voilà. C'était Culture D et je vous dis à bientôt.